Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, pourquoi plus de 500 millions d'exemplaires de Harry Potter se sont-ils vendus de par le monde? Quelle corde sensible son autrice a su faire vibrer chez les enfants et les ados? César-Pierre Castagnier a son idée, il est l'invité du Grand Oral. Dans Motisèche, on réveille notre culture générale cette semaine sur l'actualité internationale. Question du jour, comment s'appelaient les lois qui privaient les Noirs de droits et libertés fondamentales aux États-Unis jusqu'au milieu du XXe siècle? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Franck Tétard. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Sandra Ferreira, comme chaque semaine, sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste. Des astuces pour manger de manière saine sans se ruiner. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. César-Pierre Castagnier, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous publiez chez Albin Michel La face cachée de Harry Potter. C'est un essai très fouillé, une fascinante plongée dans les méandres du psychisme de la série de J.K. Rowling. Et ça se lit vraiment, je tiens à le dire, comme une enquête policière. Vous êtes de profession, non pas écrivain, même si on pourrait le croire, non pas professeur de lettres, on pourrait le croire aussi, mais psychiatre et psychothérapeute. Harry Potter, en fait, vous l'avez rencontré à travers votre pratique professionnelle? Oui, absolument. Dans le cadre de mes consultations, pour être exact, auprès de patients, de jeunes patients qui m'ont interpellé sur l'œuvre, que j'ai donc découvert tardivement, en fait, vraiment il y a à peine quelques années. Et en les écoutant et en comprenant que l'œuvre avait une résonance chez eux tout à fait importante et particulière, effectivement, ça m'a donné envie de la parcourir, de la découvrir, et puis au fur et à mesure de comprendre à la fois où est-ce que eux voulaient en venir, donc mes patients, et peut-être aussi où est-ce que voulait en venir l'écrivaine, parce que c'est une œuvre extrêmement riche et donc très intéressante à découvrir. Très fertile. C'est un refuge psychologique pour certains et certaines de vos patients. Et alors, vous soulignez notamment que, un de vos matériaux de travail, ce sont les rêves, mais certains ne s'en souviennent pas ou ne veulent pas s'en souvenir ou ne vous les racontent pas. Et vous vous dites finalement, de passer par, malgré tout, de passer par un imaginaire, c'est extrêmement précieux quand on est psy. Absolument. Alors là, effectivement, j'ai fait un petit bridge, on va dire, entre les récits imaginaires intimes et les récits imaginaires collectifs. Et donc, je me suis imaginé, en tout cas à mon tour, que les récits collectifs pouvaient nous renseigner sur la part intime que nous avions en nous et que nous ne décelions pas de prime abord aussi facilement que ça. Enfin, il faut savoir aussi que aborder la culture populaire, ça permet de mettre en confiance aussi les personnes qui seront peut-être plus à l'aise pour parler d'une œuvre grand public qu'elles aiment bien, plutôt que de dire directement. J'ai été maltraité quand j'étais petit. Voilà. C'est assez à la mode en ce moment. Il y a un festival qui s'appelle Popepsy, je ne sais pas si vous connaissez, organisé par Jean-Victor Blanc, à Grande Contrôle tous les ans, et autour des cultures populaires. Et ça rentre vraiment dans les cabinets. Pour ce qui est de Harry Potter, et notamment des enfants ou des adolescents, ce qui est précieux pour vous aussi, c'est qu'au cœur de toute cette saga, il y a un grand sujet, c'est la maltraitance enfantine. Alors, elle est quand même facilement lisible, elle est vraiment donnée par l'écrivaine, c'est presque caricatural et c'est la porte d'entrée pour tout le reste. C'est-à-dire, finalement, ce monde magique n'existe, semble-t-il, que parce qu'il y a une violence des situations et des rapports intrafamiliaux qui pèsent sur Harry et donc qui va trouver un échappatoire à travers l'imaginaire dissociatif, puisqu'on voit vraiment qu'il quitte le monde... j'allais dire réel pour... le monde des Moldus. Ouais, le monde des Moldus pour se réfugier ailleurs. Donc, alors, il est introduit dans ce monde-là, mais il est certainement prédisposé à le rencontrer à un moment donné. Ça, c'est très lisible. C'est en première intention. On comprend tout de suite qu'il s'agit de ça. Oui. Deuxième argument qui explique le succès de la série, qui est quand même une des questions qui traverse tout votre ouvrage, c'est le fait que c'est un monde où les enfants sont rois. Ils font ce qu'ils veulent. À l'abri, il n'y a pas de parents. Absolument. Alors là aussi, c'est assez troublant, c'est-à-dire de voir comment ils prennent rapidement le commandement de leurs études, on leur donne un peu carte blanche, les relations sont rapidement inversées, finalement c'est eux qui détiennent le savoir alors que les profs sont assez largués sur la question, on voit que rapidement, ils ne savent plus très bien ce qu'il en est, donc c'est assez, je pense, séduisant pour les jeunes lecteurs effectivement de rentrer dans un monde où la pédagogie est inversée. Troisième critère qui fonctionne sur bien d'autres choses que sur Harry Potter, mais qui fonctionne aussi sur Harry Potter, c'est un conte. Et le conte, alors là encore, nous on avait accueilli Serge Baumard aussi, qui a beaucoup travaillé sur les mythes, les contes, les récits comme ça. Ça encore, c'est un matériau précieux pour vous, le conte.
Absolument. Alors le conte sous toutes ses formes, mais avec ses archétypes, donc toujours cette histoire du héros qui va d'une certaine manière être initié par la souffrance et par la douleur à des étapes de transformation qui vont l'amener à un niveau supérieur de fonctionnement. Vous dites Harry Potter, c'est le voyage du héros d'ailleurs, avec ses trois grandes étapes. Oui, oui, absolument. Hein. Je pense que... Séparation. Oui. Initiation, retour. Voilà, ok, on l'a. Mais c'est très, comment dire, codifié, si je puis dire. Hein. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Hein. Je pense que dans les grandes sagas qui bercent notre imaginaire, c'est à peu près toujours la même chose. Et toujours cet orphelin comme point d'appel à ce développement. Donc là aussi, je me permets d'expliquer pourquoi l'orphelin est une figure qui revient en particulier dans le dépassement de soi et l'héroïsme enfantin. Et on précise que, du point de vue du psychiatre que vous êtes, on peut être orphelin sans avoir perdu ses parents. Expliquez-nous ça. Voilà, alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui c'est un peu contre-intuitif, si je puis dire, parce qu'on imagine forcément l'orphelin un peu à la Charles Dickens, hein, donc vraiment dans la rue, avec les pires difficultés. Mais non, Oliver Twist, quoi. Oui, Oliver Twist. Mais on peut aller chercher d'autres figures d'orphelins, et à mon avis, elles sont bien plus répandues qu'on ne le pense, c'est-à-dire d'avoir un sentiment d'étrangeté, alors qu'on est bien inséré familialement et socialement. Donc si on a ce sentiment... Et pour autant, on a ce vide, Exactement, ouais. On a un certain manque, ou manque de repères peut-être, ou un défaut de filiation en particulier qui laisse penser que quelque chose pourrait gouverner la vie du sujet auquel il n'a pas accès. Encore trois grands ingrédients qui font d'Harry Potter à la fois le support passionnant qu'il est de votre point de vue de psychiatre, mais également sans doute qui explique ce succès mondial. Il y a alors les références mythologiques, ça fonctionne toujours, on le retrouve dans plein de choses. Ouais. Le christianisme, vous dites aussi? Oui, très, très fortement. Alors c'est plutôt intéressant de voir qu'elle est allée chercher une scène de la nativité pour commencer toute sa saga, avec vraiment les trois rois mages qui arrivent du ciel pour déposer l'enfant élu dans un foyer qui lui est étranger. On a vraiment le conte de Jésus-Christ. Hein, et puis avec toute la notion sacrificielle qui va ensuite bercer les aventures de notre héros. Donc on retrouve quand même un peu une destinée christique où il va au-devant de son sacrifice, hein, puisqu'à la fin, Harry Potter, il n'a pas trop le choix. Enfin, on dirait c'est écrit dès le début, de toute façon. C'est ça. Alors, c'est le moment où vous avez le droit d'enlever le son juste 3 secondes, parce qu'on va dire la fin d'Harry Potter. Mais enfin, je pense que vous la connaissez. Mais enfin, bref, il est écrit dès le début qu'il va devoir se sacrifier. Alors oui, c'est vrai qu'il est appelé à devoir être sacrifié. C'est effectivement tout à fait prononcé, programmé. C'est programmatif, en fait. C'est ça. Donc c'est formidable parce que... On se dit pendant les 7 tomes, non, il n'y a pas à le faire. Mais enfin, finalement, bon, alors après, il y a un petit twist sympathique. C'est ça. Mais c'est vrai que tout semble complètement inscrit dans cette destinée, dans la destinée de Poudlard et du monde magique. Donc... ça pose quand même un certain nombre de questions, et notamment, est-ce qu'il a eu raison, au fond, d'aller dans cet environnement? Est-ce qu'il a été invité pour de bonnes raisons? Et dernière question, environnement dans lequel on parle un langage très particulier, un langage qui échappe aux autres, au monde des adultes, et ça, c'est aussi une de vos hypothèses, c'est que si ça a aussi bien fonctionné dans la génération Internet, parce que l'arrivée d'Harry Potter dans les librairies est contemporaine de l'arrivée d'Internet, c'est parce qu'il y a un parallèle avec ça. Voilà, alors ça, je trouvais ça intéressant aussi de repérer cette concordance des temps entre la matrice numérique et la matrice poudlardienne, on va dire, qui sont deux univers très clos, avec des référents qui leur sont propres, et surtout dans lesquels les enfants vont se développer librement, indépendamment du regard des adultes, où le contrôle et la surveillance ne s'effectuent plus, et donc avec un vrai langage qui est celui des enfants, qui va prioritairement s'exercer, donc... Bon, je peux développer un peu plus, mais... On ne va pas le faire tout de suite, on va le faire après si vous voulez bien, parce que c'est l'heure de l'anti-sèche, mais on va continuer à observer la face cachée, non pas de la Lune, mais de Harry Potter. Et puis, vous voyez, il y a des révélations. Ça va être compliqué, parce que César-Pierre Castagnier me dit, on ne va pas dire tous les secrets, il va falloir en dire un petit peu quand même, docteur. Mais on va vous laisser un petit temps de la réflexion avec l'anti-sèche de Franck Tétart. C'est tout de suite. Et toute cette semaine, nous testons notre culture générale sur l'actualité internationale grâce à Franck Tétart qui a coordonné et dirigé ce grand atlas 2025 coédité par Autrement et par France Info. Vous êtes docteur en géopolitique. Bonjour Franck. Bonjour. Je vous dis même pas bonjour. Et diplômé en relations internationales, enseignant au lycée international de Saint-Germain-en-Laye et également à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Si les téléspectatrices et téléspectateurs ont l'impression de connaître ce visage, c'est parce que vous avez été co-auteur de l'émission Le Dessous des cartes pendant de nombreuses années. Alors, la question du jour est
s'écoutait. Comment s'appelaient les lois qui privaient les Noirs de droits et libertés fondamentales aux États-Unis jusqu'au milieu du XXe siècle? Réponse. Ce sont les lois Jim Crow, qui donc ont été établis dans les années 1880 après la guerre de sécession et qui en réalité, malgré cette guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, poursuivent une ségrégation vis-à-vis de la population noire des États-Unis, en particulier dans les États du Sud. Et on croise ces lois Jim Crow dans un chapitre que vous intitulez « Il y a 70 ans, Rosa Parks arrêtée pour une plaque de bus ». C'est une date anniversaire que l'on retrouve dans le livre. Pourquoi vous avez choisi cette... D'abord, on va peut-être raconter l'histoire d'ailleurs. Oui, on pourra raconter l'histoire de cette femme qui, un jour, fatiguée, refuse de s'asseoir dans la zone réservée des bus pour les populations noires américaines. Et c'est pas qu'elle ignore l'existence de cette interdiction. Elle est tout à fait au courant. Elle milite déjà avec son mari dans des associations contre la ségrégation raciale, mais fatiguée, et puis fatiguée d'être déconsidérée en réalité. Voilà, c'est ce qu'elle a expliqué. Je me suis assise là parce que j'en ai assez de ne pas être considérée comme un être humain. Exactement. Pas juste parce que j'avais une dure journée. Oui, donc c'est véritablement une prise de conscience et un ras-le-bol de cette situation de ségrégation. Ça déclenche évidemment un véritable scandale à l'échelle de l'État où cela a lieu, dans Montgomery, en Alabama. Ouais. Et puis, du coup, il y a un boycott des bus qui est organisé en réaction à cela. Et on va voir apparaître la figure de Martin Luther King qui va se mettre à soutenir la cause de cette femme. Et ça aboutit quand même à une évolution majeure puisque ça va conduire donc d'abord une réaction au niveau du Conseil du district fédéral qui lui donne raison, et ensuite un an après et quelques mois plus tard ensuite la Cour suprême qui confirme la fin de la ségrégation dans les transports. Et quelques années plus tard, il y aura le décret sur les droits civiques signé par Johnson. Là, on est en 64, mais je reviens quand même en arrière sur le contexte parce que ça, on l'a oublié. Ces lois Jim Crow, pas seulement les lois Jim Crow, j'allais dire l'interdiction de s'asseoir dans un bus était encore la moindre des avanies qu'on faisait subir aux Noirs à l'époque. Il y avait des lynchages. Il y avait encore des lynchages, il y avait les toilettes séparées. Et en quantité considérable. Là, vous donnez le chiffre dans l'Atlas. 4000 entre 1877 et 1950. Oui, c'est considérable. C'est considérable. Ils sont véritablement des citoyens de seconde zone. Et puis, il y a toute cette histoire autour du droit de vote. On les empêche de voter, alors que la législation américaine leur permet de voter, mais on les empêche de voter jusqu'aux années 60. Et donc, c'est véritablement des populations qui sont complètement marginalisées au sein des États-Unis, et il va falloir attendre l'ensemble de ces marches pour les droits civiques pour qu'enfin ils soient reconnus dans leur entière citoyenneté. Voilà, alors on peut avoir des droits civiques qui sont reconnus, des droits juridiques, j'allais dire, et les inégalités peuvent persister. Vous faites un petit encadré en fin de chapitre pour parler notamment de Black Lives Matter. Et de sa fondation, le combat continue. Enfin, tout ça, le combat continue et on voit les violences qui se poursuivent et qui sont largement liées aux arrestations et donc aux violences policières où les populations noires et les Noirs américains sont les premières victimes de ce système. Et donc on voit bien que le racisme perdure dans la société américaine. Et évidemment, les dernières élections américaines poursuivre, puisqu'on a aujourd'hui à la tête des États-Unis un suprémaciste blanc, il faut le dire. Et soutenu par une armée de suprémacistes blancs via les réseaux sociaux et un certain nombre de milieux économiques. Merci beaucoup, Franck. Je précise qu'il y a donc des cartes. C'est un atlas, c'est logique, dans un atlas, il y a des cartes. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple de la double page sur Rosa Parks, vous avez à la fois un siècle de lutte contre les ségrégations avec tous les endroits où il y a eu un certain nombre de combats, et vous avez, et ça, elle est très intéressante aussi, tous les flux d'émigration des Afro-Américains après la guerre de sécession et qui donc vont du sud vers le nord, du sud ségrégationniste vers le nord, et qui sont également très instructifs pour comprendre l'actualité aujourd'hui. Franck, merci. Merci à vous. Merci aussi et bravo à Cécile Marin, la géographe, cartographe qui a travaillé sur cet atlas. On se retrouve demain ? Avec plaisir. Et demain, on va se poser une question sur un sujet qui vous est cher en ce moment, c'est les océans. Quelle proportion de l'espace habitable de la planète représente les océans ? La réponse, c'est demain. Pour l'instant, grand oral, la suite. César-Pierre Castagnier, Harry Potter, c'est une série pour les enfants. Vous avez relevé des situations que vous qualifiez de paradoxales, qui la font glisser dans une autre dimension. La première, c'est le nombre de deuils auxquels il est confronté par rapport à l'âge d'un enfant, qui est très important. Et puis, la seconde, vous dites c'est un univers sans sexualité apparente. C'est la grande absente de la saga. Mais pas de sexualité apparente ne veut pas dire pas de référence à la sexualité. Oui, c'est vrai. Alors, vous l'avez bien dit. Je le dis bien parce que je vous cite. Vous me citez bien, merci. Je dirais quoi ? Deux choses, effectivement. Alors, par rapport à la sexualité, elle n'est pas vraiment très développée. Puis, elle est très contrariée, j'allais dire.
très renfermé, il y a peu d'expressions pulsionnelles, comme on pourrait l'attendre à un âge d'adolescence où c'est un déchaînement normalement qui s'empare des personnages. Et on voit que dans le dernier tome, Harry est vraiment dans un exil assez maudit, puisqu'il erre comme un spectre dans une forêt hantée, et bien loin de sa petite amie rêvée auquel il n'a pas le droit d'avoir accès. Donc c'est vrai que c'est tout à fait particulier de cette coupure, je trouve, elle est vraiment très fortement représentée. Au moment où ça doit s'accomplir, ça ne s'accomplit pas et ça lui est pratiquement refusé. Donc on a quelqu'un qui est un petit être qui reste pur, comme doit l'être le héros, qui est confronté à sa tâche et qui va devoir vraiment répondre à sa mission prioritairement. Pureté, finalement. Ah oui, c'est une pureté absolument totale. Ouais. Qui est vraiment Harry Potter? Vous développez une hypothèse singulière. Alors, il faut lire le livre pour avoir tous les détails, mais il faut nous en glisser un petit peu quelques petits indices quand même. Que voulez-vous savoir? Qu'essayez-vous de savoir? J'essaye de savoir si Harry Potter existe vraiment. Vous avez parlé de dissociation psychique tout à l'heure en parlant de Harry Potter, mais dans le bouquin, c'est pas tellement Harry Potter qui fait de la dissociation psychique. Voilà. Il y a un petit côté Inception, en fait, voilà, pour le dire autrement. J'en parle aussi un peu d'Inception ou Mulholland Drive. Où est le début, où est la fin, où est la bonne... C'est vrai, oui, on peut avoir cette lecture un peu plus surréaliste et un peu plus irrationnelle. Bon, c'est un monde irrationnel par définition, mais où est la porte d'entrée de ce monde-là? Est-ce qu'elle se situe vraiment dans le monde magique ou elle se situe chez les Dursley préalablement? C'est pas impossible que ce soit chez eux, effectivement, avec une famille qui va pas bien, en fait. On le voit très clairement à l'écran, avec, je sais pas, un fils qui a des problèmes de surpoids manifestes, qui est colérique, qui est une sorte d'enfant roi extrêmement tyrannique, et des parents qui... Il fait quand même la colère du siècle parce qu'il a eu que, je sais plus, 32 ou 36 cadeaux pour son ami. C'est exactement ça, donc tout ça c'est assez caricatural, mais je crois que ça rend bien compte du fait que c'est une famille en grande souffrance et avec des parents qui, dans leur guidance éducative, sont complètement dépassés et n'ont pas forcément le bon driver pour amener cet enfant, puisqu'ils sont dans une surenchère et une fuite en avant. Vous nous invitez à nous intéresser à cette famille-là. Voilà. Il y a Dudley, personnage souffrant de carences affectives majeures. Exactement. Et la question pourrait être, est-ce que la souffrance de ce personnage qui est Dudley, qui est donc une nouvelle fois très apparente, ne se transfère pas à Harry Potter, qui va être chargé ou délégué finalement de la traiter en son nom, ce qui ramène à l'idée que ces deux personnages sont très liés. Alors, est-ce que plus lié qu'on ne le croit. Plus lié qu'on ne le croit. Est-ce que l'un est l'émanation de l'autre? Est-ce que Harry est l'émanation de Dudley? Pourquoi pas? Il faudra lire la face cachée de Harry Potter pour le savoir. On ne va pas tout vendre alors à ce moment-là, mais dire quand même, ça nous fait une vraie piste intéressante à tirer. Intéressez-vous à Dudley, intéressez-vous à ce personnage et pas seulement à Harry. Absolument. Et alors, vous faites aussi une petite comparaison entre Harry et l'elfe de maison. Oui. Oui, parce qu'il en a tous les attributs, et notamment vestimentaires. On voit chez les Dudley qu'il est quand même il est mal fagoté. Pas très bien fagoté, qu'on lui donne je crois dans le film, c'est plus visible, mais on lui donne des vêtements un petit peu comme ça, enfin les vêtements qui passent. Donc, et puis on a cette forme de sadisation avec, on sait que l'elfe de maison est extrêmement dépendant de son propriétaire. Bon, et concernant Harry, ça ressemble à peu près à la même chose vis-à-vis de Dudley. Ils ont un rapport très ambivalent, qu'on perçoit destructeur par moment, mais aussi extrêmement... ils ont l'air attachés, finalement, d'une manière un peu particulière, mais tout de même. Et on voit aussi Harry qui va protéger Dudley à plusieurs reprises. Donc, c'est une relation qui est complexe et qui laisse entendre que c'est pas simplement une opposition binaire entre les deux qui les lie. On va laisser celles et ceux qui nous regardent creuser encore plus en lisant le bouquin, mais on va continuer dans un autre chapitre du livre ensemble. Je reviens sur cette affaire de Millennials, de Génération Y, qui a adoré Harry Potter. Donc, il y a ce que vous avez décrit sur le rapport au langage, mais il y a aussi le fait que c'est une génération, dites-vous, solo, qui est amenée à réparer les traumatismes des générations précédentes, et qu'elle le vit très fortement. Oui. Alors, c'est pour ça qu'Harry Potter, ça lui plaît. Alors ça, c'est une hypothèse de travail, mais effectivement, je me suis quand même posé la question pourquoi ce livre avait tellement fasciné, ou retrouvé un tel écho à un niveau sociétal. Bon, je me suis posé plusieurs idées, enfin j'ai posé plusieurs hypothèses. Donc la première, c'était effectivement qu'on arrive sur les angoisses fin de siècle, les millennials étant à l'orée d'un nouveau millénaire, ce qui est quand même pas... Il faut le porter. Il faut quand même le porter. Il y avait
À l'époque, il y avait quand même des angoisses un peu apocalyptiques. Le bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000, on s'en souvient. Pour ceux qui l'ont vécu, c'était quand même pas rien. Bon, c'était quand même quelque chose qui baignait un peu l'air du temps. Et puis, la deuxième chose, effectivement, c'est... je trouve que c'est une piste qui est donnée quand même par l'écrivaine autour de la grande histoire et de la Seconde Guerre mondiale. On voit quand même un Poudlard qui se nazifie au fur et à mesure, avec des mange-morts de plus en plus agressifs, une société de contrôle et de surveillance. On voit aussi un personnage... Franck Brice, de mémoire, qui est un jardinier, qui est un traumatisé de guerre et qui sera exécuté de manière assez froide par Voldemort. Et c'est vrai que je me suis posé la question de savoir si on n'avait pas une œuvre tardive finalement par rapport au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et qui faisait écho aux bouleversements familiaux qu'avaient engendré ces conflits à large échelle. Enfin. D'autant, alors là je parle de mémoire parce que je ne l'ai pas dans les notes que j'ai retenues, mais qui y a un certain nombre de dates importantes de l'histoire, notamment relatives à Dumbledore ou à Voldemort, etc., qui nous font remonter dans les années 40, parce que dans votre bouquin, il y a des dates hyper précises, il s'est passé ça en 43. Absolument, puisque vous avez tout à fait raison de le mentionner. Un des premiers conflits qui oppose Dumbledore à Grindelwald se situe dans les années 40, 45, donc ça marque l'idée que le conflit mondial se perpétue à Poudlard selon un cycle de répétition. Donc pour moi, il y a clairement dans l'idée sous-jacente que tout ce qui se passe finalement à Poudlard correspond à une montée du fascisme, une montée des tensions et une guerre qui sera sans pitié puisqu'elle produira la destruction intégrale de Poudlard. Donc c'est quand même... ça touche la civilisation des sorciers quand même, si on va par là. Votre analyse, elle est très riche, très fouillée. Elle s'appuie aussi sur des hypothèses que vous avez formulées à partir des cas cliniques. Vous dites que les schémas comportementaux nocifs de Dursley vous font penser que cette famille a un lourd secret. Mais alors concrètement, comment vous utilisez Harry Potter en thérapie ? Vous laissez venir, j'imagine, les jeunes, ou de temps en temps, vous avez la tentation de « Allez, hop, je vais... c'est un petit peu... Au lieu de faire « je vais dire Harry Potter ». Ça serait un petit peu des deux, à vrai dire. Ça fait partie effectivement de mes outils, c'est-à-dire si je vois une personne qui est susceptible d'apprécier la culture populaire, qui semble avoir un imaginaire relativement fort, ou alors, paradoxalement aussi, ou contrairement, une personne qui a du mal peut-être à se livrer vis-à-vis d'elle-même, je trouve que c'est un bon médium d'aller chercher une œuvre qui, finalement, nous permet d'aborder des outils thérapeutiques ou des mécanismes psychologiques, d'illustrer, en fait, tout simplement. Après, on peut ça aide à comprendre, en fait. C'est exactement ça. Donc, les mécanismes, si on peut les illustrer sur le plan psychologique à travers certains comportements de personnages que les jeunes gens apprécient, il est bien plus facile, ensuite, pour eux, de vérifier jusqu'à quel point eux-mêmes le pratiquent ou non. César Pierre Castagnier, psychiatre, pédopsychiatre et psychothérapeute, auteur chez Albin Michel de La face cachée de Harry Potter. On vous en a dit beaucoup, je pense un poil plus que ce que César Pierre Castagnier voulait dire en entrant dans ce studio, un poil moins que ce que j'ai souhaité lui faire dire. C'est un compromis. On y est arrivé. On y est arrivé. Lisez-le et vous avez quand même une hypothèse vachement intéressante sur qui est Harry Potter, au-delà de tout ce qu'on a dit, en revanche, de manière très explicite, sur pourquoi Harry Potter résonne aussi extraordinairement avec la vie des enfants, des ados, depuis aussi longtemps. Vous restez avec nous à la cantoche tous les jeudis, c'est vrai Alors, si c'est une super cantoche. Vous allez voir, c'est Sandra. Okay. Allez, on y va. Et comme chaque semaine, on retrouve donc Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes diététicienne et nutritionniste et vous relevez un petit défi aujourd'hui, celui de nous dire avec un budget limité comment trouver des solutions pour proposer à ses enfants des repas variés, équilibrés et sains. Il y a des astuces. La première. La première, c'est de planifier ses repas parce que si on ne les planifie pas, on a tendance à se promener dans les rayons, à mettre dans le chariot, à acheter en trop grande quantité et ensuite, quand on passe en caisse, on a dépassé le budget. Regardez bien le prix au kilo parce que vous avez tendance à acheter des produits transformés qui vous semblent pratiques, pas cher, parce que parfois il y a des prix un peu uniques, 1 euro, 2 euros. En vrai, c'est cher et c'est mauvais pour la santé. Exactement, donc ça, faites attention. Prenez 15 à 20 minutes, ça paraît beaucoup, mais c'est pas beaucoup dans une semaine, pour établir un peu vos menus de la semaine, globalement, pour avoir une liste de courses qui vous cadre complètement. Ça vous permet d'acheter ce qu'il faut, dans les bonnes quantités, d'éviter de tomber dans la monotonie, et puis de limiter votre budget.
on peut acheter des produits sains à bas prix. Oui, ça c'est important. En faisant son marché, par exemple. Mais oui, souvent on dit oh, c'est trop cher de manger des fruits et des légumes. Si vous les achetez de saison, en général, c'est local, c'est produit en grande quantité, donc c'est pas trop cher. En tout cas, ça reste des prix raisonnables. En hiver, par exemple, les choux, les carottes, les pommes, vous voyez bien qu'au prix du kilo, on est plutôt raisonnable. Pensez aussi aux aliments en vrac, comme les légumes secs, les pâtes, le riz, qui, eux, se conservent longtemps. Donc, ça peut être pratique de prendre des grosses quantités. Là, oui, pourquoi pas, puisque ça se garde longtemps. Ok, grande quantité fastoche, légumes de saison fastoche, viande... fastoche. Moins fastoche. Là, c'est vrai que la viande, c'est plutôt un budget, c'est assez cher quand on recherche des protéines. On peut ne pas en manger. On peut ne pas en manger. D'ailleurs, je vais parler d'alternatives. Voilà. Mais il est tout à fait possible d'acheter des œufs. On n'en parle pas trop. Je trouve qu'ils sont trop sous-évalués. On a le droit d'en manger plus que ce qu'on dit parfois. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit parfois que Emmanuel entend 2 fois par semaine, non? C'est pas ça, 2 œufs par semaine? Ouais, j'entends ça et j'ai découvert maintenant que 7-8, ça peut aller. Exactement. Et ben voilà, même si c'est pas vous qui nous l'aviez dit. Non, mais c'est pas grave, je le dis. Voilà, vous le confirmez. Je confirme, la science évolue. C'est ça. Voilà, donc c'était plutôt 2 œufs à une période. Voilà. On pensait que ça avait un impact sur le cholestérol. Mais en fait, non. On sait que finalement, on en fabrique. Donc on y va, vive les œufs, c'est chouette parce que ça se cuisine si de plein de façons. possible de bonne qualité, s'ils sont estampillés 0, 1, c'est mieux. Du poisson. En conserve, parce que poisson tout court frais, ça peut être un peu problématique, des fois un peu cher. En conserve, pourquoi pas. Plus ils sont petits, vos poissons conserve, mieux c'est. Moins ils accumulent de métaux lourds. Maquereaux, sardines, du poulet ou les fameuses alternatives végétales, des légumineuses, qui sont des sources de protéines très abordables. Et donc on a parlé il n'y a pas longtemps, lentilles. Lentilles, pois chiches, haricots rouges, qui ont plein de protéines et de fibres. Et comparez aussi les enseignes et prenez des promotions, des produits non périssables, les riz, les pâtes. J'ai pris plein de temps à faire ma planification, j'ai plus le temps de faire à manger. Vous avez des petites recettes faciles et économiques? Bon, allez, soupe de légumes. Soupe de légumes maison, il n'y a rien de tel. Je sais que Emmanuel adore la soupe de légumes, donc c'est parfait. C'est économique. C'est, à mon sens, ça permet de ne pas être monotone, ça permet de varier tout simplement, avec un peu de bouillon, des épices, ça donne du goût. On peut rajouter les fameuses protéines végétales, un peu de lentilles, un peu de pois chiches, on est bon. Ça peut être aussi des pâtes avec de la sauce tomate. Des pâtes complètes. Si elles sont complètes, pourquoi pas, mais au niveau du budget, il faut voir aussi, elles sont un peu plus chères. Donc, je mets des petits guillemets. Sauce tomate, vous nous aviez donné des recettes de ketchup ou de sauce tomate maison, ça se fait à la maison, ça on n'achète pas des trucs tout faits. Déjà là, c'est pas vraiment la saison des tomates, donc conserve de tomates, c'est pas trop cher, on est bon. Un peu d'ail, d'herbe, d'huile d'olive et pour les petits budgets, on est bon si vous avez un peu encore de sous, un peu de viande hachée, un peu de fromage râpé, on est bon. Et les omelettes. Ben voilà, on a parlé des œufs. Ben oui, des œufs en omelette et là vous mettez tout ce que vous voulez, tous les fonds qu'il y a dans votre réfrigérateur, quelques petits légumes, tout ce qui traîne, des poivrons. On appelle ça une frittata, ça a l'air branché, c'est très bon. Voilà, exactement. On fait participer les enfants comme toujours. Ah oui, alors là, c'est la clé. On les fait participer. J'adore parler de l'exemple de la pizza. Que vous faites vous-même pour la pâte à pizza ou pas, s'il vous reste du budget pour l'acheter toute faite. Et puis alors là, on met tout ce qu'on veut avec les enfants dessus. Il n'y a pas de règle. C'est comme les omelettes. C'est un peu comme les omelettes, oui. Il n'y a pas de règle. Ne vous imposez pas quoi que ce soit. Des petites sessions de cuisine comme ça, c'est assez amusant. J'ai mal calculé, il y a des restes. Il y a des restes. Il y a des restes. Eh bien, les restes, c'est la meilleure des cuisines, les restes. Parce qu'on met tout. Les petits légumes grillés, on en fait quoi? Eh bien, on en fait des soupes. On en met dans les omelettes, comme j'ai dit. Il vous reste du riz. Vous faites du riz grillé ou du riz sauté ou des petites galettes de riz avec un œuf. On mélange, tac, on passe ça dans la poêle et on a fait des petites galettes. Ne jetez rien. Et comme ça, on cuisine. Et comme ça. Sain. Exactement. Pas cher. Plutôt vite. Équilibré. Et les enfants mangent parce qu'ils ont préparé. Et on est bien. Donc c'est éducatif. Exactement. Elle est pas belle la vie? Elle est belle. Elle est belle la vie. Elle est pas mal, hein? C'est notre cantoche à nous. Je dirais pas le contraire. C'est notre cantinière. La face cachée de Harry Potter, César-Pierre Castagnier, c'est chez Albin Michel. Merci de nous avoir accompagnés dans toute cette émission. Les bonnes petites recettes de Sandra, c'est exclusif sur School TV dans la quotidienne, une fois par semaine. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Rodemont, maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Héloïse Merlin et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV, nous on va se régaler, on va lire le bouquin et on se retrouve en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.